Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Actualité internationale avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Une série de nouvelles qui convergent, en fait, qui soulèvent la même question sur jusqu'où peut-on aller à restreindre la liberté d'expression, ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Bon, au nom de la sécurité, de l'intérêt public, de la peur que des faussetés circulent. Mais là, il y a comme plusieurs nouvelles différentes qui convergent. Oui, on en parlera beaucoup. C'est un thème qui me tient à cœur. Désinformation, malinformation, mésinformation, c'est des mots qu'on entend de plus en plus souvent prononcés, particulièrement cette semaine avec le patron de Telegram, cette plateforme qui a été arrêtée à Paris quand il a fait escale au Bourget, à l'aéroport du Bourget, Pavel Durov, qui est toujours détenu par les autorités. On y reviendra. Mais la nouvelle qui a retenu mon attention et qui a sans doute fait le moins parler d'elle cette semaine, c'est le fait que M. Zuckerberg, Mark Zuckerberg, a envoyé une lettre au très puissant patron du comité des affaires judiciaires au Congrès, Jim Jordan, dans lequel il admet que Meta, sa plateforme, a fait au fil des années l'objet de pression et de censure. C'est le mot qu'il emploie, censure. Ce n'est pas ici un choix, je dirais, gratuit. Ça a de l'importance quand on parle de censure. Il a fait l'objet de la censure de la part du gouvernement pendant la pandémie. Évidemment, on s'en souvient, c'est loin, mais pas si loin, y compris pour des messages, pour des publications qui étaient humoristiques ou encore ironique. Zuckerberg aujourd'hui exprime des regrets de ne pas avoir davantage résisté à l'époque à ces pressions, sinon à ces manœuvres de censure. Il répète aussi, parce que c'est pas la première fois qu'il dit, et dans les circonstances électorales, c'est important de le souligner, que Meta avait été mise en garde très sérieusement par les autorités, particulièrement par le FBI dans l'affaire de l'ordinateur du fils du président, Hunter Biden. On avait dit aux autorités, faites gaffe, c'est de la propagande russe. Donc, attention. Or, on le sait que ça n'en était pas. On sait aussi que le FBI, au moment où il faisait ses avertissements à Meta, avait entre ses mains l'ordinateur de Hunter Biden, donc pouvait pas ne pas savoir que c'était pas de la propagande. Meta s'était fendu à l'époque. Eux-mêmes enquêtaient sur lui, ni plus ni moins, là. Il y avait absolument aucun doute, mais il disait, attention, c'était de la propagande. Dans le contexte électoral, ça a eu de l'importance, évidemment, puisque ça a permis à M. Biden, dans son débat contre le président Trump, de dire non, c'était de la désinformation. Il y a absolument aucune raison de s'inquiéter de ça. Et le New York Post, qui est quand même pas le dernier des journaux, c'est vrai, associé à la droite populiste américaine, mais néanmoins, un des plus vieux journaux aux États-Unis avait vu son compte suspendu pendant de nombreuses journées par Meta, justement au nom de ce que c'était de la désinformation. J'ajoute à ça que le FBI avait mis en garde des sénateurs républicains qui manifestaient leur volonté, leur intention de faire enquête sur l'affaire Hunter Biden en disant non, vous devriez pas vous mêler de ça, c'est de la désinformation. Ron Johnson, Chuck Grassley avaient vraiment été mis en garde par le FBI à l'époque. Alors revenons à l'affaire Durov, patron de Telegram. On dirait, est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est de nos affaires? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une vraie grosse nouvelle? C'en est une, parce que c'est un avertissement qui est envoyé à tout le monde, particulièrement aux propriétaires de ces grandes plateformes qui sont essentielles parce qu'on échange des messages, évidemment, sur ces plateformes, parce qu'on échange de l'information, parce qu'on consomme de l'information. C'est vrai pour TikTok, c'est vrai pour Telegram, c'est vrai pour WhatsApp. Alors, il est accusé, on le sait, de complicité, et le mot est ici très important, complicité, dans des affaires de pédocriminalité, de trafic de drogue ou de terrorisme, parce que, essentiellement, la plateforme a servi de courroie de transmission à des organismes ou des individus qui complotaient peut-être pour commettre des crimes. Et toutes les formes de parallèles sont souvent boiteuses, mais Mario, c'est un peu comme si aujourd'hui, on allait arrêter chez lui le patron ou la patronne de Bell Canada ou de TELUS en lui disant, on a
sur vos lignes téléphoniques ou grâce à vos lignes téléphoniques, la preuve que des gens ont comploté pour commettre des crimes. Ouais. Et ce qui de plus en plus dégage... Vas-y. C'est remonté au président Macron, hein? Tu dis c'est des choses que, ici, c'est vrai qu'on en a moins parlé, mais là-bas en France, c'est hier ou avant-hier, je pense que c'est hier, j'ai vu Emmanuel Macron forcé de réagir, de défendre que la justice française fait pas du n'importe quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a des soupçons de ce que c'est politique. Alors, avant qu'on lui pose la question, c'était effectivement avant-hier, le président Macron a dit non, c'est vraiment la justice qui fait son travail. Mais il y a en deçà des questions qui se posent en dessous de la surface. Est-ce que c'est, par exemple, le fait que les indépendantistes kanaks en Nouvelle-Calédonie utilisaient beaucoup Telegram pour communiquer entre eux et il y avait des groupes de discussion importants de résistants kanaks, choisi l'expression, mais dans le contexte politique très chargé. On avait demandé à Telegram d'avoir à l'œil justement ces groupes de discussion, disant qu'il y avait peut-être justement de la désinformation, de la malinformation. Alors, appliquons ça au Québec. Si demain matin ou dans 10 ans, il y avait une nouvelle campagne référendaire et qu'on estimait que les forces indépendantistes, par moment, font de la désinformation et que le gouvernement canadien, ça serait de bonne guerre, se plaignent auprès des plateformes en disant « Attention, il y a des risques de violence, de dérapage, il faut les surveiller, il y a peut-être des choses qu'il faut retirer. » On est exactement dans un cas de figure qui ressemble à ça. Et plus que je parle du Canada, le patron de Rumble, qui est une plateforme qui se veut une alternative plus ouverte, disons, à la discussion et même aux propos des fois audacieux, plateforme donc qui se veut une alternative à YouTube. Patron canadien, Chris Pavlovski, a réagi à ce qui s'est passé avec son homologue de Telegram, mais il l'a dit avec un peu de retard parce qu'il a préféré avoir quitté le sol européen avant de réagir, parce qu'il est inquiet. En tout cas, ça pose des sacrées questions. Mais... et c'est pas le seul. Il y a des mises en garde qui ont été faites. Je te laisse là-dessus parce que ça parle. Un ancien membre du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche, Alexander Vindman, qui écrit sur X, faut quand même être audacieux, parce que il met en garde justement son patron. L'intolérance grandissante pour la désinformation et l'influence maligne sur les plateformes est quelque chose qui se manifeste de plus en plus. Et il ajoute, on demande aux plateformes aujourd'hui de rendre des comptes. Musk should be nervous. Monsieur Musk devrait être nerveux. Ça ressemble étrangement à une mise en garde. Dans un contexte où il y a quelques semaines, Mario, tu t'en souviens, les images où on voyait Monsieur Biden avoir de la difficulté étaient présentées souvent comme des images, non pas trafiquées, mais des cheap fakes. Et au-delà du cheap fake, c'était, disait-on, de la mésinformation. Alors, est-ce qu'il aurait fallu les censurer, ces images-là? Est-ce que c'en était de la mésinformation? On apprend aujourd'hui, évidemment, on sait aujourd'hui qu'il n'allait pas si bien, M. Biden. Ouais. Il reste une... il reste une ligne... je partage largement ça, là, cette inquiétude pour la liberté d'expression. Mais prenons les réseaux sociaux. Ils ont une telle puissance aujourd'hui. Exemple, par rapport à une catastrophe naturelle. Il y aura un ordre d'évacuation. Là. Si quelqu'un un peu influent ou un clown se met à dire « Ah ben là, les autorités paniquent, l'ordre d'évacuation face à un feu de forêt » ou peu importe, respectez pas ça. Tu sais, ça pourrait coûter des vies humaines. C'est-à-dire qu'il y a un point où les médias d'information traditionnels, avec tous leurs défauts, puis je me suis déjà plaint de leurs biais à gauche, mais... Il y a quand même une responsabilité des patrons de presse, puis à un moment donné, qui vont dire non, là, il y a un point où on peut pas dire ça, ou véhiculer ça, ou dire n'importe quoi, ou laisser dire n'importe quoi. Les réseaux sociaux offrent une large liberté, qui a une belle valeur, mais il y a où le point de rupture où tu laisses plus dire n'importe quoi qui pourrait coûter des vies humaines, là? J'aurais être capable de te répondre, Mario. Je sais avec certitude une chose, c'est que si on demande à nos gouvernements d'être les arbitres de ce qui est vrai, de ce qui est pas vrai, on rentre dans un monde qui peut être cauchemardesque. Parce que j'ai rarement vu des cas de figure où on donnait de l'autorité à nos gouvernements sans limite, sans que ça soit cauchemardesque, parce qu'on peut en abuser. Et surtout dans des contextes de campagne électorale, où il est tentant de dire, les propos de mon adversaire sont pas finalement ceux que je souhaite, et peut-être qu'il faudrait les modérer. Donc, je ne sais pas, Mario. Mais à ce chapitre-là, Stéphane, il faudra qu'on ait une discussion un jour sur ce qu'on appelle en anglais le fact-checking. On a ça ici aussi, Radio-Canada fait beaucoup. Là. La fameuse vérification des faits.
qui parfois, on peut vérifier un chiffre. Là, un chef va dire au débat des chefs, la dette est de tant de milliards. Mais moi, j'ai dénoncé, j'ai même écrit dans le journal, à un moment donné, Radio-Canada a fait une vérification des faits. Un politicien que je n'aimerais pas dit que la dette, c'est grave. Et Radio-Canada fait une vérification des faits, questionne un économiste de gauche, il dit non, la dette, c'est pas si grave. Là, excuse-moi, t'es plus dans la vérification des faits. Voilà. T'es dans le débat économique et politique, ce n'est pas un fait, mais comme on le présente en vérification des faits, pour le public qui le reçoit, il se dit, ah ben, car ça, un tel s'est trompé, là, il a dit n'importe quoi. Mais donc, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur M. Biden. Aujourd'hui, tout le monde, y compris ceux qui étaient les alliés de M. Biden, les alliés politiques indéfectibles de M. Biden, ces gens-là disaient il y a 6 semaines, toute information laissant entendre qu'il n'est peut-être pas parfaitement en forme est une manière de désinformation. Qui était à ce moment-là à checker les faits, qui faisait en sorte qu'on remette les pendules à l'ordre. Non, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. L'affaire Hunter Biden, ça devient répétitif. Mais dans le contexte de la campagne en 2020, ça a été un facteur assez important parce que essentiellement, tout le monde a dit c'est de la désinformation. Attention, il faut checker les Russes qui sont en train de nous manipuler. C'était pas les Russes qui nous manipulaient. Il y a une 50aine d'anciens patrons d'agences de renseignement et de liés à l'industrie, disons, de la défense américaine, qui ont signé une lettre ouverte pour dire on doit absolument remettre les choses en perspective. L'affaire de l'ordinateur d'Hunter Biden est de la manipulation. Et on sait que cette lettre-là a été produite avec l'équipe de M. Biden, c'est-à-dire que c'est le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a fait la suggestion que cette lettre soit écrite. Est-ce que c'était de la désinformation, de la malinformation? Et dans le contexte, encore une fois, où on est en campagne électorale aujourd'hui aux États-Unis, si le New York Post, demain matin, publie une information qui est, disons, embêtante pour la campagne de M. Trump ou pour celle de Mme Harris, mais je fais surtout le pari que s'il publiait une information qui était embêtante pour la campagne de Mme Harris, est-ce que Meta aura le même appétit, si on les met en garde, de dire c'est de la désinformation russe? Parce que la tentation, évidemment, c'est de faire confiance aux autorités. Stéphane, demain, on reviendra. C'est plusieurs petits événements qui ont marqué quand même la campagne américaine. On y reviendra demain. Merci d'avoir été là. Au revoir. Mario, c'est un plaisir renouvelé. Ciao. Au revoir.